Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, à la suite du vidéogramme que nous avons publié le 28 décembre 2024, n'est-ce pas, sur la nouvelle loi portant organisation de l'enregistrement des faits d'état civil et le mariage, il y a un certain nombre de questions, n'est-ce pas, qui ont été posées. Et justement, nous avons dit que l'admission du mariage coutumier n'a jamais été un problème au Cameroun. Alors, puisque le processus normal, n'est-ce pas, veut qu'avant même d'arriver devant l'officier d'état civil, qu'on soit passé d'abord par l'étape traditionnelle. Et nous savons par exemple que l'institution de la dot, qui est une institution purement coutumière, n'est-ce pas, est, disons, une voie incontournable si vraiment l'on veut respecter les mœurs, les usages, n'est-ce pas, en vigueur dans toutes les tribus du Cameroun. Donc, le mariage coutumier n'a jamais été un problème. C'est un mariage qui a toujours été admis. Tout le problème a consisté généralement à savoir, à s'interroger sur la valeur juridique de ce mariage, notamment lorsqu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, poursuivre le processus jusqu'à l'obtention de l'acte du mariage. Et depuis 1935 au moins, la célébration des mariages coutumiers seule est légale. Donc on peut très bien célébrer, limiter la conclusion du mariage uniquement à la phase traditionnelle sans nécessairement aller devant l'officier d'état civil. Mais le problème que cela va poser en droit, c'est de savoir quelle est la considération qu'en droit on va donner à cette union, n'est-ce pas, qui est restée uniquement au niveau des familles et qui n'a donc pas été portée jusqu'à devant l'officier d'état civil. Alors, nous avons dit que depuis 1935, le législateur camerounais, à travers un arrêté pris par les colons français, avait imposé la célébration de tous les mariages par un officier d'état civil. Donc, que l'on soit de statut indigène ou de statut moderne, on ne pouvait revendiquer le statut de marié que si on pouvait se prévaloir d'un acte de mariage. Acte de mariage délivré à la suite d'une célébration solennelle. La situation a évolué, n'est-ce pas, jusqu'en 1968. Et en 1968, le législateur a admis l'idée que les mariages coutumiers pouvaient simplement être enregistrés. Mais si le mariage coutumier n'est pas enregistré, à ce moment-là, il y a aucun statut à revendiquer, n'est-ce pas, en tant qu'époux. Avec l'ordonnance de 1981, on est passé de l'enregistrement à la transcription. Mais en réalité, il s'agit des mêmes réalités. Autrement dit, lorsque les personnes ont fini avec le processus du mariage traditionnel, il faut que l'État soit informé de ce mariage et en prenne acte. Et l'État en prend acte en le transcrivant, c'est-à-dire qu'en délivrant un document officiel qui constate que deux personnes sont mariées. Alors, avec l'ordonnance de 1981, la transcription était donc déjà prévue. Et c'est pourquoi nous avons dit que la nouvelle loi de 2024 n'a pas innové en imposant la transcription. La loi de 2024 a repris dans son esprit les termes de l'ordonnance de 1981 à son article 81. L'ordonnance 81 souffrait le grief de ne pas décrire la procédure de transcription. Tel que maintenant, la question qui pouvait se poser était celle de savoir, lorsque le législateur exige que le mariage coutumier soit transcrit, comment fait-on pour transcrire le mariage? Alors, l'avantage que la loi de 2024 donne aujourd'hui, c'est justement de préciser les contours de la transcription. C'est vrai que cette loi n'est pas toujours aussi exhaustive que l'on pouvait l'espérer. Et c'est pourquoi ce vidéogramme aujourd'hui doit nous permettre, n'est-ce pas, d'aller dans les détails du processus de transcription au regard
notamment des usages que l'on connaît de la transcription, mais surtout des prévisions de la loi, n'est-ce pas, qui a été publiée récemment. Alors, donc, les auditeurs qui ont écouté notre vidéogramme du 28 décembre 2024 voudraient mieux en savoir sur la transcription dont il est question dans la loi de 2024. Alors, c'est quoi la transcription du mariage coutumier? Alors, pour répondre à cette interrogation, il faut déjà partir de la définition qui est donnée de la transcription par l'article 3 de la loi récente de 2024. Alors, parmi les termes qui sont définis à l'article 3 de cette loi, on va trouver le terme transcription. Comment est-ce que la loi définit la transcription? Alors, la loi définit la transcription comme étant l'inscription dans le registre d'état civil ou dans le fichier national de l'état civil des éléments d'une décision de justice relative à un fait d'état civil, d'un acte d'état civil établi par une autorité étrangère ou d'un mariage coutumier. Alors, donc, de cette définition, il est constant que transcrire, c'est enregistrer un fait dans un registre d'état civil. Dans un registre d'état civil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transcription sans la délivrance d'un acte officiel. Et les actes susceptibles d'être transcrits, c'est quoi? La loi évoque déjà une décision de justice relative à l'état des personnes. Pour être simple, je vais prendre le cas d'un acte de reconnaissance judiciaire d'un enfant. C'est-à-dire que vous avez fait un enfant avec une femme, mais au moment de la naissance, vous ne l'avez pas reconnu devant l'officier d'état civil. Peut-être parce que vous avez eu peur des parents, peut-être parce qu'il y a eu des malentendus avec la mère qui n'a pas voulu vous accueillir, et on établit donc l'acte de l'enfant sans le nom de son père. Alors, lorsque les parents reviennent à de meilleurs sentiments, ou bien lorsque les conditions deviennent favorables, et que le père revient quand l'enfant a 15 ans, la reconnaissance de cet enfant ne peut pas se faire uniquement en se présentant devant l'officier d'état civil. Il faut passer par le tribunal. Alors donc, la décision du tribunal qui va maintenant officialiser le lien de parenté entre l'enfant et son père modifie son état. Parce que jusque-là, il était un enfant sans père, au plan juridique. Mais maintenant que le tribunal lui reconnaît un père, ce père doit figurer dans son acte de naissance. Donc la décision de reconnaissance est une décision qui affecte l'état de l'enfant et doit donc donner lieu à la prise en compte de ce jugement dans l'acte de naissance de l'enfant afin que désormais son acte de naissance puisse présenter son lien de filiation avec son père. Le nom de son père doit figurer dans l'acte de naissance. Et pour que cette apparition soit normale, il faut transcrire le jugement qui a permis que le nom du père soit inscrit dans l'acte de naissance seulement plusieurs années après la naissance de cet enfant. Le deuxième cas cité, n'est-ce pas, dans la définition de la transcription, est justement le cas de l'acte d'état civil établi par une autorité étrangère. Pour aider à comprendre, on va prendre le cas d'un enfant né dans un pays où le Cameroun n'a pas d'ambassade ou bien de consulat. En général, même lorsque le Cameroun a une ambassade ou un consulat, les lois sur l'état civil de l'état d'accueil peuvent imposer que le fait d'état civil soit d'abord enregistré dans les registres de l'état d'accueil avant maintenant d'être transcrit dans les registres camerounais. Si je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, la loi sur l'état civil impose à toute personne se trouvant sur le territoire ivoirien, n'est-ce pas, qui connaît un fait d'état civil, par exemple la naissance d'un enfant, à se faire délivrer l'acte de naissance de l'enfant par l'autorité ivoirienne. C'est après avoir obtenu l'acte ivoirien que maintenant le Camerounais doit faire prendre en compte l'acte ivoirien par les autorités camerounaises, où il y a une ambassade, il y a bien une ambassade du Cameroun à Abidjan, mais avant d'aller à l'ambassade, il faut déjà avoir obtenu l'acte ivoirien. Et à l'ambassade, qu'est-ce qu'on va faire? L'ambassade va simplement prendre l'acte d'état civil dressé par les autorités ivoiriennes et le reproduire dans les registres camerounais. À ce moment-là, vous voyez, l'enfant camerounais aura deux actes de naissance ayant exactement les mêmes contenus. Un acte ivoirien, parce que
c'est l'État dans lequel le fait d'état civil est survenu, mais un acte camerounais parce que l'enfant est camerounais. Et la transcription ici est une nécessité pour permettre aux autorités camerounaises d'intégrer, n'est-ce pas, l'avènement d'un nouveau Camerounais. Si cette transcription n'est pas faite, vous voyez, ce Camerounais de plus qui s'est ajouté à la population camerounaise restera inconnu, n'est-ce pas, des registres ou bien des données statistiques du Cameroun. Donc la transcription, dans ce cas-là, permet justement la prise en compte d'un fait d'état civil concernant un Camerounais, n'est-ce pas, afin que les autorités camerounaises puissent en tenir compte. Alors, le dernier cas cité par la loi, c'est justement le cas du mariage coutumier. Or, le mariage coutumier va déroger, n'est-ce pas, à la définition classique de la transcription. Parce qu'on définit généralement la transcription comme la reproduction dans les registres nationaux d'un acte qui a eu lieu ailleurs. Or, le mariage coutumier a bien lieu au Cameroun et la transcription ne va pas consister à reproduire un acte qui viendrait ailleurs. Non, la transcription va consister à officialiser cette union coutumière-là en évitant simplement une célébration solennelle. Autrement dit, à l'issue du processus de transcription, les époux coutumiers vont disposer d'un acte de mariage. Mais cet acte de mariage ne sera pas la résultante d'une célébration comme on le connaît classiquement. Ce sera un acte de mariage qui sera délivré, disons, dans les conditions d'une relative confidentialité. Même si justement nous allons voir plus loin, n'est-ce pas, que pour la transcription d'acte de mariage, un certain nombre de personnes doit quand même y participer. Donc, vous voyez donc, le législateur camerounais a pris le soin d'adapter la définition de la transcription dans le cadre du mariage coutumier afin justement de lui donner le sens que nous allons pouvoir exposer ici. Alors, dans les réseaux sociaux, on a noté la circulation d'un document qu'on a baptisé « Attestation de mariage coutumier ». Et ce document est considéré, n'est-ce pas, par la population comme le document de transcription du mariage coutumier. Or, c'est faux. Parce que si vous regardez bien, n'est-ce pas, ce document, nulle part, il ne fait intervenir l'officier d'état civil. Parce qu'au bas de ce document, c'est la signature des responsables des deux familles. Le responsable de la famille de la femme, le responsable de la famille de l'homme. Or, étant donné que les responsables de la famille n'ont aucun pouvoir d'engager l'État, on ne peut pas considérer cette attestation de mariage coutumier qui circule sur les réseaux sociaux comme étant l'acte de transcription. Donc, il faut bien que nos auditeurs fassent attention par rapport à ce document. Certes, pour transcrire le mariage coutumier, l'officier d'état civil a besoin d'avoir les éléments qui établissent qu'un mariage coutumier a eu lieu. Et à cet égard, cette attestation quand même peut servir cette cause-là. Ça veut dire qu'après avoir scellé un mariage coutumier entre les familles, les responsables familiers peuvent signer ce document qu'ils vont remettre aux époux. Et ce document donc peut servir de preuve de ce que le mariage coutumier a eu lieu. Mais cette attestation de mariage ne vaut pas déjà transcription. Il ne va aider qu'à déclencher le processus de transcription. À défaut de cette attestation de mariage, on peut prouver le mariage coutumier par tout autre moyen. Et notamment aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, la meilleure preuve serait un vidéogramme. C'est-à-dire que vous saisissez l'officier d'état civil en lui présentant le vidéogramme, n'est-ce pas, qui constate la conclusion du mariage entre les deux époux et en présence de leur famille. Cela établit déjà l'effectivité du mariage coutumier et permet donc maintenant que le processus, n'est-ce pas, se déclenche. Alors, comme je le disais, cette attestation de mariage coutumier ne peut pas valoir acte de transcription parce que, au terme de l'article 69 de la nouvelle loi, il est clairement dit que il est institué 3 catégories de registres. Le registre de naissance, le registre de mariage et le registre de décès. Donc, la loi nulle part ne parle d'une attestation de mariage coutumier, mais plutôt de registres
Or, comme nous venons de voir, la transcription est la reproduction d'un acte dans les registres. Je crois que cette précision est clairement donnée. Et puis, en vertu de l'article 49, alinéa 1 de la loi de 2024, on note très bien que la transcription va nécessiter l'intervention de l'officier d'état civil, qui peut être l'officier d'état civil du lieu de naissance, l'officier d'état civil du lieu de résidence, de naissance de naissance ou de résidence de l'un, quelconque des époux. Ça veut dire que cela peut convoquer au moins 4 officiers d'état civil. Si l'homme et la femme sont nés en des lieux différents, ça veut dire que la demande de transcription peut être faite devant l'officier du lieu de naissance de la femme, devant l'officier du lieu de naissance de l'homme, et si, étant né ailleurs, il réside également dans 2 localités différentes, et si ces localités sont différentes des lieux de naissance, on va avoir la possibilité de saisir également l'officier du lieu de résidence de la femme, ou alors l'officier du lieu de résidence de l'homme. Et la loi ajoute un 5e officier d'état civil potentiel, l'officier du lieu de célébration du mariage. Donc, il peut se trouver que les époux étant nés chacun dans une localité précise et résidant chacun ailleurs, ont scellé leur mariage, par exemple, là où résident les parents de la fille. Et les parents, s'ils résident là où la fille, ailleurs que là où la fille est née, où elle réside, ça veut dire que cela pourrait être une 5e localité. Dans tous les cas, le législateur a voulu ouvrir au maximum pour faciliter, n'est-ce pas, la tâche aux époux, afin que, à leur convenance, ils puissent saisir l'un des 5 potentiels officiers d'état civil. Alors, comme je le disais, après donc avoir terminé avec le processus entre les familles, la transcription exige, n'est-ce pas, que les époux puissent saisir, n'est-ce pas, l'officier d'état civil de l'une des localités, comme je venais de dire, lieu de naissance, de résidence de chacun des époux, ou alors du lieu de célébration de mariage. Et lorsque l'officier d'état civil saisit au choix des époux, reçoit la requête avec l'élément probant qui établit l'effectivité du mariage coutumier, cet officier d'état civil doit procéder à la publication de cette demande auprès des autres officiers d'état civil que je viens de citer, mais qui n'ont pas été saisis de la requête. Ça veut dire que si c'est l'officier d'état civil du lieu de naissance de la fille qui a été saisi, celui-ci a l'obligation, de par la loi, de communiquer la requête à l'officier d'état civil du lieu de naissance du mari, à l'officier d'état civil du lieu de résidence de la femme, à l'officier d'état civil du lieu de résidence du mari, et enfin à l'officier d'état civil du lieu de célébration du mariage. Certes, il peut se trouver que tous ces lieux soient réunis en un seul endroit. Par exemple, si la fille et le garçon sont nés et résident au même endroit et ont conclu leur mariage coutumier dans la même localité, à ce moment-là, il n'y a pas plusieurs officiers d'état civil à saisir, il n'y a qu'un seul officier d'état civil qui, recevant donc la requête, va donc procéder à l'affichage. Dans tous les cas, l'officier qui reçoit la requête communique la demande aux autres officiers d'état civil, lorsque, selon le cas, et chacun des officiers doit procéder à la publication de la demande. La publication a pour but de susciter les éventuelles oppositions. Donc, toute personne qui aurait connaissance d'un grief contre le mariage doit pouvoir en informer l'officier d'état civil de sa localité. Et le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République et tous les autres substituts, ont la possibilité également de s'opposer à un mariage, notamment lorsqu'ils sont informés de ce que le mariage qui a été scellé coutumièrement viole une disposition impérative de la loi. Et dans le vidéogramme que nous avons publié le 28 décembre, nous avons notamment dit qu'il y a de fortes chances que les mariages qui sont scellés entre les cousins ou bien entre les neveux, tels que le permettent, n'est-ce pas, certaines coutumes camerounaises, puissent subir des oppositions, aussi bien des tiers que du ministère public. Parce que nous avons dit
l'inceste au Cameroun est une infraction pénale. Et on ne saurait donc enregistrer un mariage qui caractérise une infraction. Obligation est d'ailleurs faite au ministère public, n'est-ce pas, de poursuivre toute personne qui commet un inceste. Et donc, si un mariage est scellé entre des neveux ou bien entre des cousins, étant donné qu'il s'agit d'un inceste, normalement, c'est la voie de la prison qui s'ouvre à ces personnes. Et donc, si ces personnes peuvent déjà faire la prison, il va de soi que toute personne qui aurait connaissance de ce lien de parenté au degré interdit par la loi entre les mariés pourrait valablement donc s'opposer. Et s'il est donc établi que le mariage qui a été conclu coutumièrement, n'est-ce pas, est uni deux personnes au degré interdit, ce mariage pourra être interdit. Et la loi même a prévu très bien que lorsque le motif pour lequel l'opposition a été faite est fondé, la transcription peut être interdite. C'est vrai que les époux bénéficient de la possibilité d'exercer les voies de recours. Ils peuvent saisir la cour d'appel et ultérieurement la Cour suprême. Ils peuvent même commencer en saisissant le tribunal, n'est-ce pas, dont relève le président de la juridiction qui aura statué sur l'opposition. Parce qu'il faut dire que lorsqu'il y a opposition, celle-ci est traitée dans le cadre de ce que nous appelons une ordonnance sur requête. Et donc, elle donne lieu à une ordonnance du président du tribunal de première instance compétent. Et si les époux ne sont pas convaincus de la justesse de l'ordonnance prise par le président du tribunal, ils ont un premier recours devant le tribunal. C'est-à-dire que l'examen des oppositions se fait dans le cabinet du juge. Mais une fois que le juge a rendu son ordonnance, en exerçant le recours contre l'ordonnance du juge, ce recours va être traité dans la salle ordinaire des audiences du tribunal. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut aller à la cour d'appel et après la cour d'appel éventuellement saisir la Cour suprême. Donc, quand l'officier d'état civil est saisi, il fait donc cette publication. Et vous notez bien que l'application ne se fait pas n'importe où. Elle se fait auprès des officiers d'état civil du lieu de naissance ou de résidence des époux, ou alors auprès de l'officier d'état civil du lieu de célébration de mariage. Le choix du législateur se justifie par le fait que c'est en ces lieux que les époux peuvent être connus par le maximum de personnes. Donc, l'histoire des époux s'est écrite dans ces différents lieux. Et donc, en faisant la publication en ces lieux, cela permet donc aux personnes qui sont censées avoir une bonne connaissance des époux de pouvoir révéler donc des choses, n'est-ce pas, que l'officier pourrait ignorer et qui permettraient donc soit de conforter la transcription ou alors de s'opposer définitivement à cette transcription-là. Donc, lorsqu'on a fait opposition, le juge doit statuer. Il peut arriver donc que l'opposition soit fondée et le mariage sera interdit. Mais il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas d'opposition. Ou alors que l'opposition ayant été formulée, celle-ci a été jugée non fondée. À ce moment-là, on parle de main levée de l'opposition. Donc quand on donne main levée de l'opposition, ça veut dire on passe outre. Et donc, on doit aller vers la transcription. Alors, lorsque le mariage doit être transcrit, comme le dit l'article 50 alinéa 2, la transcription va consister à enregistrer ce mariage coutumier dans les registres d'état civil. Et comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas un registre de transcription à part. Donc, la transcription dont il est question va consister à dresser un acte de mariage pour les époux. Donc, lorsqu'on parle de transcription, en fait, il s'agit de dresser un acte de mariage. Avec cette seule différence que le mariage classique donne lieu à une célébration solennelle, avec tout le rituel que nous connaissons. Alors que dans le cas de la transcription, cela se fait, n'est-ce pas, dans l'intimité du bureau de l'officier d'état civil, n'est-ce pas, sans donner lieu à toute la solennité que nous connaissons. Et d'après l'article 50 alinéa 2, la transcription va être sanctionnée par la délivrance aux époux d'un acte de mariage. Mais comme il s'agit d'un mariage qui n'avait été célébré, la loi prévoit que la mention de la transcription est faite déjà dans l'acte de mariage qui est délivré aux époux. Ça veut dire qu'il faut bien mentionner que cet acte de mariage a été délivré non pas à l'issue d'une célébration, comme celle qu'on connaît classiquement, mais uniquement à la suite d'une demande de transcription. C'est un mariage qui n'a pas connu un rituel habituel, mais pour lequel la loi donne son notion. Et par la suite,
étant donné que les époux ont changé de statut, cette transcription va donner lieu à la mention de ce mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, afin de leur empêcher, n'est-ce pas, de leur empêcher éventuellement de consommer la bigamie. Parce que la femme, par exemple, qui a été unie dans un lien de mariage coutumier, une fois que ce mariage est transcrit, il faut bien que son acte de mariage puisse révéler à tout éventuel prétendant que c'est une femme mariée, afin, n'est-ce pas, de ne pas se sentir coupable, n'est-ce pas, de bigamie. Maintenant, la question qui est revenue de la part de certains auditeurs, c'est de savoir comment concrètement la transcription va se faire. Est-ce que l'officier d'état civil s'enferme dans son bureau pour procéder à la transcription, ou alors est-ce qu'il faut absolument la présence des parties? Alors sur la question, je voudrais répondre en convoquant l'article 41 de la loi de 2024. Comme je vous l'ai dit, la transcription donne lieu à la délivrance d'un acte de mariage. Et l'acte de mariage qui est délivré ne déroge pas aux actes de mariage classiques. C'est-à-dire qu'en regardant un acte de mariage délivré à la suite d'une transcription, cela ne devrait pas présenter de différence avec un acte de mariage délivré, n'est-ce pas, à la suite d'une célébration solennelle de mariage. Autrement dit, cet acte de mariage doit pouvoir satisfaire les mêmes exigences que pour un mariage classique. Or, en examinant la loi au niveau de l'article 41, il est clair que l'acte de mariage doit comporter, entre autres mentions obligatoires, outre la signature de l'officier d'état civil et du secrétaire, la signature des deux époux et de deux témoins. De là, vous comprenez que pendant l'opération de transcription, les époux et leurs témoins sont censés être là. Surtout que, parmi les autres mentions de l'acte de mariage, il y a l'option matrimoniale, qu'on appelle encore système matrimonial, le choix entre la polygamie et la monogamie. Or, pendant la célébration au niveau des familles, on ne demande généralement pas aux conjoints s'ils optent pour la polygamie ou pour la monogamie. Mais lorsqu'ils engagent la procédure de transcription, il faut bien qu'ils puissent se prononcer. Or, il n'y a que les époux pour dire à l'officier d'état civil s'ils optent pour la polygamie ou bien pour la monogamie. Et je profite de l'occasion ici pour aviser, n'est-ce pas, les femmes notamment, sur la position de la jurisprudence camerounaise qui veut que si, par hasard, vous ne vous prononcez pas sur l'option matrimoniale et que l'acte de mariage vous est délivré sans qu'on ait mentionné monogamie ou polygamie, sachez qu'en cas de difficulté, le silence de l'acte de mariage sur l'option matrimoniale s'interprète comme étant l'option en faveur de la polygamie. Donc, si vous allez devant l'officier d'état civil et que vous ne vous prononcez pas sur l'option matrimoniale et qu'on laisse vide l'acte de mariage par rapport à cette option matrimoniale, ce silence signifie quelque chose en droit. Ce silence va s'interpréter comme l'option en faveur de la polygamie. Et donc, du coup, après avoir fini le processus de transcription, votre mari est habilité à prendre une nouvelle femme. Parce que le silence de l'acte de mariage sur l'option matrimoniale s'interprète, d'après la jurisprudence camerounaise, portée d'ailleurs par la Cour suprême, comme étant une option en faveur de la polygamie. Maintenant, par rapport à la présence des époux, je dois apporter un bémol. Parce qu'à la lecture de l'article 64 de l'ordonnance de 1981, il est clairement dit que le consentement des futurs époux mineurs est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil. Alors, pour dire que la présence des époux est impérative lorsque le mariage est célébré. Or, en continuant la lecture au niveau des articles 66 et 67, on va voir que l'ordonnance de 81 prévoit deux hypothèses exceptionnelles où on peut quand même célébrer un mariage sans la présence de l'un des époux. L'article 66 vise le cas du mariage in extremis, le mariage dans lequel, c'est-à-dire après avoir procédé à toutes les formalités, l'un des époux est confronté à une difficulté qui l'empêche de se présenter devant l'officier d'état civil. L'hypothèse la plus classique, c'est peut-être l'époux qui, ayant déjà fait l'application des bans, a procédé à toutes les formalités, est victime d'un accident grave le jour même de son mariage. Alors, étant dans le coma, il ne va pas
se transporter devant l'officier d'état civil. Mais personne ne doute, n'est-ce pas, de sa volonté d'arriver jusqu'au mariage. Et donc, dans ces conditions-là, on parle d'un mariage in extremis et la loi veut que, en pareille hypothèse, l'époux indisponible soit représenté par l'un de ses parents, son père, sa mère, sa sœur, en tout cas un membre de la famille quelconque. Ça, c'est la première hypothèse. Et on voit très bien que l'individu a satisfait toutes les exigences. Il a manifesté la volonté de se présenter, mais pour une circonstance au-dessus de ses capacités, il se trouve dans l'impossibilité de se présenter devant l'état civil. L'article 66 de l'ordonnance prévoit qu'un tel mariage peut être célébré sans la présence de cet époux-là. La deuxième hypothèse est celle du mariage à titre posthume, prévu par l'article 67, n'est-ce pas, de l'ordonnance 81, qui est un mariage qui est célébré entre une personne et son conjoint déjà décédé. Alors, la loi veut que ce mariage ne soit célébré que pour un motif grave. Et au regard de la jurisprudence camerounaise, le motif grave permettant au président de la République ou alors le Premier ministre, n'est-ce pas, d'autoriser la célébration d'un mariage posthume, c'est justement l'existence d'enfants. C'est-à-dire que deux époux, par exemple, qui ont eu des enfants avant d'être mariés, donc, ayant envisagé le mariage, maintenant l'un des époux décède pendant le processus. Alors, pour conférer la légitimité à l'enfant, la loi prévoit que ce mariage peut être autorisé. Au moment de la rédaction de l'article de l'ordonnance 81, il était prévu que cette dispense-là est accordée par le président de la République, mais il y a, n'est-ce pas, un texte qui est intervenu en 91 pour réformer les attributions du gouvernement qui ont transféré cette compétence au Premier ministre. Donc, c'est désormais le Premier ministre, n'est-ce pas, qui accorde la dispense pour autoriser la célébration d'un mariage posthume, c'est-à-dire le mariage entre deux personnes dont l'une est décédée. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le mariage posthume a perdu sérieusement son intérêt depuis que les conventions internationales imposent aujourd'hui un traitement égalitaire entre les enfants naturels et les enfants légitimes. La nécessité d'un mariage posthume se justifiait notamment, n'est-ce pas, par la discrimination que l'article 756 du Code civil, n'est-ce pas, instituait entre les enfants en fonction de la nature de leur filiation. Parce que cet article 756, en matière de succession, disait par exemple que l'enfant naturel, en matière successorale, ne peut prétendre qu'à la moitié de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. Et donc, en considération de cette discrimination-là, il était donc nécessaire parfois de faire célébrer un mariage entre deux personnes dont l'une est décédée pour conférer justement la légitimité à un enfant afin qu'il ne soit pas victime, n'est-ce pas, de cette discrimination que prévoyait l'article 756. Mais voilà donc les deux hypothèses pour lesquelles l'ordonnance 81 prévoyait la célébration du mariage en l'absence de l'un des époux. Alors, s'agissant donc de la transcription. La transcription, comme la définition l'a indiqué, c'est en fait la reproduction d'un acte qui a déjà été scellé ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas la transcription qui va donner une existence au mariage coutumier. Le mariage coutumier a déjà existé avant. Et donc la transcription n'est que l'officialisation. Ou du moins, c'est le moyen par lequel les époux vont disposer de l'élément qui leur permet de prouver qu'ils sont des personnes mariées. Et donc, l'union ayant déjà eu lieu ailleurs, il est possible que les époux se fassent représenter à l'opération de transcription. Il est bien possible. Parce que l'acte de transcription n'est pas un acte constitutif, mais c'est un acte purement déclaratif. C'est un acte qui constate un fait qui a déjà eu lieu avant. Et donc, le processus de transcription, s'il nécessite la présence des époux et des témoins, ce processus-là autorise néanmoins les époux indisponibles de se faire représenter. Et à cet égard, ils peuvent agir comme dans le cas de la représentation pour la reconnaissance d'un enfant. Et on sait qu'on peut représenter quelqu'un pour reconnaître son enfant, à condition que la personne donne une procuration suffisamment explicite pour donnant mandat à quelqu'un qu'il désigne d'opérer un acte spécifique en ces lieux et places. Dans le cas de la reconnaissance d'enfant, le père de l'enfant, par exemple, qui est à l'étranger et qui a eu un enfant au Cameroun, va donner une procuration légalisée à l'étranger dans laquelle il désigne le mandataire. C'est-à-dire, il dit, je donne mandat à telle personne pour me représenter dans le processus de reconnaissance de mon fils tel. À ce moment-là, le nom de l'enfant doit clairement figurer dans la procuration. Le nom de la mère doit figurer dans la procuration.
la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant doivent y figurer. Et donc, tout cela réuni permet au mandataire de représenter le père de l'enfant à l'opération de reconnaissance. Il en sera de même dans l'opération de transcription. Après avoir achevé le processus de célébration du mariage entre les familles, les époux peuvent valablement donner procuration à quelqu'un d'avoir à les représenter. Mais comme je l'ai dit, l'acte de mariage va nécessiter quand même de se prononcer sur le système matrimonial. Il sera donc utile qu'en donnant la procuration à la personne qu'on indiquera et à laquelle, n'est-ce pas, on donnera mandat de procéder aux opérations de transcription de son mariage coutumier scellé avec telle personne, n'est-ce pas, en tel lieu, d'indiquer dans la procuration que vous lui donnez également mandat d'opter pour la monogamie ou bien pour la polygamie. Parce que la question va lui être posée. Il faut donc que la procuration indique très bien que l'option que va manifester le mandataire est bien une option qui émane de vous-même. Alors, pour être exhaustif sur la question de la transcription, je vais dire que est-ce que le mariage coutumier non transcrit ne produit pas d'effet? Alors, à cette question, je vais dire que sur le plan du droit, les époux coutumiers ne peuvent revendiquer le statut de personne mariée que s'ils produisent un acte de mariage. Acte de mariage issu d'une célébration ou bien d'une simple transcription. C'est l'acte de mariage qui confère véritablement un plein statut de personne mariée. Et donc, en l'absence d'acte de mariage, qu'il soit constitutif à une transcription ou bien à une célébration, il faut dire que le statut de marié ne peut pas vous être reconnu. Autrement dit, n'étant pas marié, vous n'avez pas besoin de passer par le divorce pour vous séparer. Parce que en droit, vous êtes considéré comme n'étant pas légalement unis l'un à l'autre. Et donc, vous êtes considéré comme de simples concubins. Et le concubinage est caractérisé par la liberté de rompre à tout moment. Ça, c'est la première condition. Donc, vous êtes dispensé de divorce parce qu'il n'y a pas de lien juridique entre vous. Deuxièmement, en cas de séparation, il n'y a pas lieu au règlement d'un quelconque régime matrimonial que ce soit. Ça veut dire que si vous avez eu des biens ensemble, on va vous appliquer ce qu'on appelle la théorie de la société de fait. Et donc, chacun reprendra le bien qui lui appartient. Et donc, malheur à celui qui ne se sera pas aménagé, n'est-ce pas, les éléments de preuve pour justifier que tel bien est le mien, tel est plutôt celui de mon conjoint. En tout cas, il n'y a pas de régime matrimonial qui soit à partager. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on est marié, même lorsqu'on n'a pas eu de contrat de mariage, ou même si, à partir du moment où les époux n'ont pas eu de contrat de mariage, en l'état actuel du droit camerounais, ils sont considérés comme mariés sous le régime de la communauté légale. Et lorsqu'on parle de la communauté légale, sont considérés comme appartenant aux deux époux à la fois, tout ce qu'ils avaient avant et pendant le mariage de nature mobilière. C'est-à-dire que tous les biens meubles, et quand ils parlent des biens meubles, c'est les biens qu'on peut facilement déplacer, y compris les voitures. Donc tous les biens meubles antérieurs ou postérieurs au mariage tombent dans la communauté, de même que tous les immeubles que les époux vont acquérir à titre onéreux pendant le mariage. Et donc cette masse commune va être partagée moitié-moitié. Ça, c'est dans l'hypothèse où les époux étaient mariés, c'est-à-dire qu'ils peuvent se prévaloir d'un acte de mariage. Mais en l'absence d'un acte de mariage, vous comprenez que ce mécanisme-là ne va pas s'appliquer et chacun ne reprendra que ses biens. Et donc, le moyen par lequel on va les départager, ce sera d'interroger les factures. Et donc, s'il n'y a pas de facture, vous voyez, les époux vont se retrouver dans un imbroglio qui est assez complexe. Alors, si d'aventure l'un des époux venait à mourir, c'est la succession qui va s'ouvrir. Et donc, si la succession s'ouvrait alors que les époux n'ont pas pu faire transcrire leur mariage pour obtenir un acte, le conjoint survivant ne pourra pas réclamer les droits reconnus à la veuve ou bien au veuf. Et nous savons que la veuve ou le veuf bénéficie déjà du règlement du régime matrimonial et dans la portion qui devrait revenir au défunt, le conjoint survivant bénéficie des droits d'usufruit. Donc vous comprenez que tous les couples qui vivent ensemble ont intérêt vraiment, à défaut de faire célébrer leur mariage, du moins de le faire transcrire afin d'avoir un acte de mariage qui leur donne un statut confortable. Cela dit, il y a quand même un domaine où le défaut de transcription
ne va pas complètement dépouiller le mariage de tous ses effets. C'est dans le domaine du contentieux sépulcral. Quand on parle du contentieux sépulcral, c'est ce contentieux qui naît lorsque l'un des époux meurt. Alors la question sera souvent de savoir qui va organiser les obsèques, où va le corps, quel est le programme qui tient. Parce que lorsqu'une personne meurt parfois, la famille biologique, n'est-ce pas, parfois élabore un programme qui est contesté par la famille du mari ou bien du conjoint, les enfants, ainsi de suite. C'est tout cela qu'on appelle le contentieux sépulcral. Or, j'ai commis un article, n'est-ce pas, sur cette question. L'article est intitulé La juridiction compétente en matière de règlement des litiges opposant les familles sur la dépouille et que sais-je encore. Dans tous les... et en analysant les décisions qui sont rendues à cette matière, je me suis rendu compte que, à défaut d'une volonté exprimée par le défunt sur les modalités d'organisation de ses obsèques, souvent les juges s'appuient sur l'état de mariage qui a existé entre les deux conjoints, sans nécessairement nécessiter un acte de mariage. Autrement dit, il y a quand même un domaine où le mariage coutumier, même lorsqu'il n'est pas transcrit, peut quand même produire ses effets. C'est dans le cadre du contentieux sépulcral. Et beaucoup de juges ont décidé, notamment dans le cadre des obsèques de la femme, que le corps de la femme devrait aller, n'est-ce pas, chez celui qui avait versé la dot. Parce que généralement, le mariage traditionnel, le mariage coutumier va se caractériser par le versement de la dot. C'est la dot qui va sceller le mariage. Et donc, au plan traditionnel, cette dot n'est pas complètement dépouillée des faits. Même comme l'article 70, n'est-ce pas, de l'ordonnance 81 dit que le paiement ou bien le non-paiement n'a aucun effet sur la validité du mariage. Non. En dépouillant la jurisprudence camerounaise, on se rend quand même compte que même si les époux ne peuvent pas revendiquer un statut plein de conjoint, il y a quand même un domaine où le mariage coutumier, quoique non transcrit, va quand même produire son effet. C'est dans le cadre du règlement du contentieux sépulcral pouvant, n'est-ce pas, intervenir dans le cadre des obsèques de l'un des conjoints. Donc voilà, chers amis, le point que je voulais faire, n'est-ce pas, sur cette question de transcription. J'espère avoir été suffisamment exhaustif et clair pour que chacun comprenne que la transcription n'est pas un mécanisme nouveau. C'est un mécanisme qui n'est pas compliqué parce qu'en fait, l'objectif utilisateur, c'est de faciliter l'obtention de la preuve du mariage aux couples n'est-ce pas, qui cohabitent, qui ont fini, au vient on reste, peut-être qui redoutent parfois les complications liées à la célébration du mariage avec toutes les charges que cela emporte en termes d'organisation de la fête, de mobilisation des invités et que sais-je encore. Donc la transcription leur est donnée, n'est-ce pas, comme le moyen par lequel ils pourraient obtenir un acte de mariage sans avoir besoin, n'est-ce pas, de se tracasser. Mais au moins, elle leur impose de saisir l'officier d'état civil qui va procéder à une publication. Ils devront donc au moins attendre que les 30 jours de la publication soient passés et qu'il n'y ait pas d'opposition. Ou bien s'il y a opposition, que main levée soit donnée à cette opposition. Une fois que tout cela est fait, l'officier d'état civil va enregistrer le mariage en leur délivrant un acte de mariage, normalement en présence des époux et de leurs témoins. Mais si les époux ne peuvent pas être là, nous soutenons, nous disons que les époux peuvent se faire représenter puisque l'union a déjà été scellée ailleurs. Et la transcription ne va consister qu'à leur donner, à donner aux époux, n'est-ce pas, un élément de preuve de leur mariage. Dans tous les cas, chacun, si vraiment les personnes vivent ensemble et qu'elles entendent véritablement donner un sens à leur cohabitation, à leur union, elles ont intérêt, à défaut de le faire célébrer par l'officier d'état civil, de procéder par la transcription. Mais sachez que la transcription n'est pas un acquis parce que la publication, n'est-ce pas, que l'application de la demande de transcription que fait l'officier d'état civil est destinée à susciter des oppositions. Et l'opposition va être examinée par le juge, n'est-ce pas, du lieu où se trouve l'officier d'état civil. Et s'il y a un empêchement quelconque, n'est-ce pas, qui paralyse la célébration de ce mariage, la transcription peut être refusée. Et donc, le mariage n'aura jamais l'onction de la loi. Voilà donc les précisions que je voulais donner. Comme je le dis, si vous aimez nos contenus, likez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, partagez surtout, n'est-ce pas, pour que ces petits éléments de connaissance
soit porté le plus loin possible afin de faire reculer, n'est-ce pas, le niveau d'ignorance de nos concitoyens. Dans la Bible, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance est une richesse, donc ne la gardez pas pour vous seul. Diffusez ces vidéos, partagez-les, mais surtout, abonnez-vous. Et si vous êtes sensible, n'est-ce pas, à cette initiative, soutenez-la. N'hésitez pas à la soutenir, parce que votre soutien va nous permettre de garantir la régularité de ces publications et la diversification de nos contenus, afin d'enrichir chaque jour de plus, n'est-ce pas, tous nos auditeurs. Bonne année 2025 à nous tous. Que Dieu nous garde.